Salut les Wargamers, c'est Yves de French Show, votre chaîne de rapport de bataille, tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Cormac pour vous proposer les French Wargames scénario, une toute nouvelle approche pour jouer à Warhammer 40 000 version 8. On n'est pas là pour imposer un système de restriction qui peut être un petit peu rébarbatif, mais tout simplement, on est parti du constat des différentes façons de jouer à Warhammer 40 000, notamment si on applique à 100% le livre de règles de l'éditeur, à savoir soit du Maelstrom, soit de l'Eternal War, faire un petit mix des deux, un petit peu comme en ETC, en ajoutant à ça un petit peu d'attrition. Mais là où notre cœur balance, c'est sur le format de l'ITC qu'on a un petit peu adapté. Exactement, l'objectif en fait c'est de contrer la frustration des parties à sens unique. On est donc parti dans la lecture du document qui commence par une petite phrase d'intro qui est la suivante. Cette série de scénarios est très inspirée du système ITC américain, plus précisément de leur Rule Pack Champions Missions. Adaptée pour les rapports de bataille de la chaîne, elle vous permet de jouer des scénarios variés et équilibrés. Vous allez le voir par la suite, mais en gros, le scoring va s'axer sur 3 points. Le premier point qui va être du Maelstrom of War, on va au début de la partie sélectionner un type de scénario, tout simplement la façon de générer les objectifs. Vous le verrez par la suite, mais on ne va pas appliquer les objectifs secondaires, à savoir briseur de ligne, tuer le seigneur de guerre et premier sang. Ça fera partie d'un autre type de scénario. Vous allez ensuite avoir la domination, la faculté de pouvoir faire du control map réparti sur l'ensemble des tours, pareil pour l'attrition, avec des petits points à marquer en fin de tour de joueurs et des points à marquer en fin de round, donc les 2 tours des joueurs. Et enfin, grosse particularité de ce système, et c'est là où on s'est inspiré clairement de l'ITC, c'est sur la partie qu'on a appelée adaptation tactique, qui est le fait de, en début de partie, une fois qu'on connaît la liste adverse, de pouvoir piocher 3 objectifs dans un pool de 12 objectifs possibles, /13, on y viendra tout à l'heure, il y a une petite particularité là-dessus. Et on commence tout de suite par la partie A, phase d'avant-partie, avec chaque joueur montre sa liste d'armées à l'autre. Et c'est un point qu'on voulait vraiment mettre en avant, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on est là pour jouer avec une autre personne. Et qui dit jouer dit prendre du plaisir, donc aussi avoir de la visibilité sur ce que joue l'autre et le comprendre en fait. Exactement, alors c'est un standard normalement en tournoi de présenter sa liste d'armées à l'adversaire avec les différents détachements. Et là, à minima, dans ce format-là, c'est-à-dire le seigneur de guerre, qui sait, pas encore son trait, et surtout quel personnage a quelle relique. Après ça, point numéro 2, chaque joueur choisit ensuite ses pouvoirs psychiques, ses objectifs d'adaptation tactique, son trait de seigneur de guerre, sans les révéler à son adversaire. C'est quelque chose qu'il fera après. Le fait est qu'une fois qu'il a eu la présentation de la liste, il va justement pouvoir piocher au niveau de la latitude de son codex pour les traits de seigneur de guerre, la magie, et au sein aussi de ses scénarios pour savoir comment est-ce qu'il va marquer des points pour gagner la partie. Mais Exactement. ça, il ne le dira qu'après. Exactement, mais c'est déterminé à ce moment-là, avant de savoir, alors pour les parties standards, quel sera le type de Maelstrom joué, quels seront les placements des objectifs, etc. Ensuite, vous retrouverez dans le document, pour le coup, 2 parties. La première partie est celle qui va suivre, c'est la partie B, qui est la détermination du scénario pour du 1 contre 1 quand vous allez dans votre club de joueurs ou que vous rencontrez quelqu'un en boutique. Et il y a une partie, mais qui est plus loin au sein du scénario, pour aiguiller justement les organisateurs à choisir les scénarios tout au long d'une partie de tournoi. Le B, détermination du scénario, puisque un des 2 joueurs va lancer un dé. Il y a 5 scénarios possibles et on verra le numéro 6, on va dire la 6e phase du dé, juste après, puisque en 1, cible d'opportunité, page 75 du Chapter Approved 2017. Au début de votre tour, vous piochez 3 cartes et vous les défaussez au début de votre tour suivant. Ensuite, sur un résultat de dé de 2, on va avoir tour de force tactique qu'on a appelé nous Gumble, qui est page 76 du Chapter Approved 2017. Alors au début de notre tour, on parie sur le nombre d'objectifs tactiques qu'on va réaliser. Si on réalise au moins ce score-là, on gagne le nombre de points équivalent, sinon c'est pour l'adversaire. Et on va devoir avoir 4 cartes actives en main. Ensuite, sur un résultat de 3, on va avoir Purifier et Capturer, qui est un scénario classique du livre de règles, page 230. On tire 3 cartes au début de notre tour et on doit toujours en avoir 3 en main. Phase numéro 4, ça va être Butin de guerre, page 233 du livre de règles, toujours. Donc on ne peut pas défausser les cartes objectifs, sécuriser l'objectif 1 à 6. Et en plus, on peut réaliser ces cartes-là si c'est l'adversaire qui les a. Sur du 5, ça sera Escalade tactif, page 232 du livre de règles. Et bien là, on a un nombre d'objectifs tactiques égal au numéro du tour. Et enfin, sur du 6, Podzub, il n'y a pas de scénario. Là, pour le coup, c'est une petite particularité puisqu'il n'y a que 5 scénarios qui sont jouables. Les 2 joueurs vont lancer un dé. Celui qui va faire le meilleur résultat va pouvoir choisir le scénario. Exactement. En fait, ça permet à certaines unités, à certaines armées très orientées de définir un type de Maelstrom sur une partie ou autre qui va les avantager. On commence un petit peu à entrevoir le fait que c'est les joueurs, en tout cas le joueur, qui va, dépendamment de sa liste et de celle de son adversaire, orienter sa façon de jouer et aussi de gagner une partie. A noter que dans ce format, on permet aux joueurs de jouer soit les cartes génériques du bouquin de règles, soit d'utiliser les cartes du codex de leur seigneur de guerre.
Ça permet un petit peu justement de fraîcheur et pour les joueurs qui aiment jouer fluff, bah, de devoir réaliser leurs propres objectifs. Et ça, c'est vraiment appréciable. Ensuite, on passe à un petit rappel du wording, là pour le coup, du bouquin de règles, puisque par tour de joueur, on va entendre ensemble des phases d'un joueur, moitié d'un round de bataille, et par round de bataille, on va entendre 2 tours de joueurs consécutifs, commençant par le joueur qui a l'initiative, anciennement appelée tour de jeu. À noter quand même qu'on n'a pas voulu appliquer de change rules, on va dire, au livre de règles, ce sont simplement des combinaisons de scénarios possibles. Exactement. Pareil pour la cinématique de déploiement, vous verrez qu'il y a un petit rappel à la suite du document, mais on précise quand même qu'on a adopté justement ce qui est disponible dans Chapter Approve, puisque une fois que les 2 joueurs ont fini de se déployer, celui qui avait terminé de se déployer en premier aura un bonus de +1 pour prendre l'initiative. Ensuite, on va passer justement sur le deuxième axe qui nous permet de marquer des points, c'est les objectifs dits de domination. À la fin de chacun de vos tours de joueurs, vous gagnez un point de partie pour tenir au moins un pion d'objectif, que ce soit un ou plusieurs, ça sera la même chose, et un point de partie pour avoir détruit au moins une unité adverse. Ça, c'est à la fin de chaque tour de joueur, on vient de le voir. Ensuite, à la fin de chaque round de bataille, vous gagnez un point de partie si vous avez plus d'objectifs que votre adversaire et un point de partie si vous avez détruit plus d'unités pendant ce round que votre adversaire. Et là, Corbac, tu vas te dire, ouais, mais ça encourage fortement à jouer en deuxième. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on a aussi voulu justement couper un petit peu l'herbe sous le pied de toutes les listes à grosse alpha strike où la partie est pliée tour 1, quoi. Oui, ou simplement donner de l'intérêt, sachant qu'on a limité la partie à 5 tours fixes, à donner autant d'avantages de jouer en premier, c'est-à-dire je suis capable de casser mon adversaire, ou je vais jouer en deuxième, donc je vais terminer pour les objets, et surtout à la fin d'un round de bataille, je vais compter s'il y a plus d'objectifs ou plus de KP que l'adversaire, ce qui va permettre en fait de jouer en réaction par rapport au premier tour de l'adversaire. Il s'est mis sur 3 objets, moi j'en ai 3, je vais juste lui en tuer un, et ça me fait un point bonus. Et ensuite, troisième et dernier axe, justement pour marquer des points, c'est là où vraiment on a perçu la quintessence, on va dire, du scénario FWS avec les objectifs dits d'adaptation tactique, puisque chaque joueur doit déterminer ses objectifs d'adaptation tactique. Pour cela, il choisit 3 objectifs ci-dessous et gagne des points à chaque réalisation. En fin de partie, s'il accomplit le succès correspondant, il marque 3 points supplémentaires. Vous allez donc le voir, au niveau du petit tableau, vous allez avoir une partie réalisation partielle où on fait le bilan à la fin de chaque tour ou de round, dépendamment de cet objectif, et une deuxième partie qu'on a appelée succès, qui valent tous 3 points, qu'on comptabilise en fin de partie. Je commence tout de suite avec le premier, chasseur de primes. En réalisation partielle, on va avoir chaque personnage adverse tué 1 point de partie, et en succès, avoir tué tous les personnages adverses, pour rappel, pour 3 points. Exactement, parce qu'on a une mode en ce moment de multiplier beaucoup les personnages, soit les personnages pour les bulles de relance, etc. Ou même des compositions d'armées avec énormément de personnages. On pense aux alliances Eldar, Harlequin, ou même sans doubler les personnages, on en a toute une chier. Et là, on permet au joueur de le jouer et à son adversaire de marquer des points en butant les petits personnages un par un. Ensuite, on va avoir Tueur de roi avec comme réalisation chaque tranche de 2 points de vie retirés au seigneur de guerre pour 1 point de partie et en succès, avoir tué le seigneur de guerre en fin de partie. Exactement, donc là on est sur beaucoup de seigneurs de guerre qui sont très tanky. On pense à des princes démons à 8 points de vie, on pense à des grands immondes, à des Magnus, des Mortarions. À des Gulliman aussi qui t'apportent des vrais bonus quand ils sont seigneurs de guerre. Exactement, et bien là on se retrouve à les abîmer, à gagner des points juste en les grattant avec 3 points bonus si on arrive à le tuer. Remettons ça quand même par rapport à l'échelle globale du nombre de points qu'on va être capable de marquer. Il faut quand même imaginer qu'un prince démon a 8 points de vie, si jamais vous arrivez à le coucher ou en tout cas à lui faire 2 PV par-ci, 2 PV par-là, va quand même potentiellement vous rapporter 4 points pour les 4 tranches de 8 PV et 3 points bonus, soit 7 points de victoire. Exactement. Et vous le verrez par la suite, mais on a voulu récompenser le fait que certaines pièces que vous allez arriver à prendre à votre adversaire doivent valoir plus de points qu'une unité de Gretchen. Exactement. Et encore une fois, on met en valeur, certaines armées peuvent se soigner, on pense notamment au prince démon de Nurgle en Deathguard, qui pourra gagner 1 point de vie au début de chaque tour. Ok, ça va l'aider, mais en contrepartie, son adversaire, s'il continue de le gratter, va marquer plus de points. Ensuite, on va avoir Faucheur. Chaque tranche de 10 figurines tuées pour 1 point. Attention, c'est pas précisé, c'est vraiment chaque tranche de 10 figurines. Ça peut être pendant le round complet, donc c'est-à-dire sa phase de corps à corps, celle de son adversaire, et on fait le bilan à la fin du round pour comptabiliser les points. Et ensuite, en fin de partie, pour avoir un succès, détruire au moins 3 unités ennemies comportant 10 figurines au début de la bataille. Exactement. Donc là, le principe, c'est simple, c'est de tuer un maximum de figurines. On a beaucoup d'armées actuellement qui se basent sur une très grosse quantité de figurines. Je pense notamment en Marines du Chaos, avec des listes avec 200 cultistes et des Poxwalkers derrière. Ouais, excuse-moi, mais sur un milieu un petit peu plus gentil, les simples 3 x 30 Zangor, c'est pas tellement plus gentil. Le fait est que sur une triplette en troupe, on va le rencontrer beaucoup plus souvent et ça reste 90 PV à retirer. Hein. Exactement, alors que là, tous les 10 figurines tuées, on va gagner du point, donc on sera récompensé à autre chose que juste un capé pour avoir tué 60 porte-pèse par exemple.
Carrément. Ensuite, on passe un petit peu de contrôle de map avec éclaireur, puisque à la fin de chaque round de bataille, avoir au moins une unité dans chaque quart de table pour 1 point. Et en succès en fin de partie, avoir au moins une unité dans chaque quart de table à la fin de la partie. Attention quand même, petite restriction pour et le partiel et le complet. Une unité ne peut compter comme étant dans un seul quart de table à la fin de la partie. Ça peut paraître très compliqué de contrôler les quarts de table, mais non, puisqu'en fait, le quart de table se calcule aussi depuis le centre de table. Donc, dès que vous êtes au centre de la table, vous contrôlez automatiquement l'ensemble du quart. Donc ça reste quand même relativement possible si vous contrôlez le centre de table. Petite question pour toi quand même Corbac, pourquoi est-ce que c'est à la fin de chaque round de bataille et pas de tour de joueur? Et tout simplement parce qu'on veut laisser à l'adversaire une chance de riposter à ça. Et pareil pour le joueur qui joue en deuxième, et ben du coup peut-être qu'il voudra faire lui son niveau 2 l'éclaireur pour aller se repositionner une fois que l'adversaire aura frappé. Ensuite on continue avec chasseur de gros gibier. Chaque monstre et ou véhicule adverse tué pendant la partie 1 point et en succès, avoir détruit toutes les figurines ennemies ayant le mot-clé monstre et ou véhicule. Exactement. Par là, on a beaucoup de listes qui sont très mécanisées en passant à la garde impériale. Encore une fois, juste un capé parce qu'on a tué un Lehman russe, des fois c'est pas assez. Donc là, on aura le capé, potentiellement un succès derrière. On est récompensé. Ou alors aussi les listes à spam de Venom pour les Dark Eldar, pour les Rhinos pour les personnes qui veulent les spams. Quelqu'un qui veut spammer par exemple des speeders, il peut. Il faut le punir. Ensuite, on va avoir tueur de titan. Chaque tranche de 8 points de vie retirés à une figurine de leur clé titanesque, 1 point de partie. Et en succès, chaque titanesque adverse tué. Bah là, c'est très simple. Le but, c'est ok, les titanesques sont très très bons. On pense à des Mortarion, des Magnus, des Shadowlord, etc. Et bien là, d'un seul coup, on se permet enfin de les gagner des points en les abîmant. Encore une fois, on trouvait ça assez frustrant. Ok, j'ai tué Mortarion, un capé. Digretchin, un capé. Il n'y avait pas de logique là-dedans. Autre exemple qu'on peut citer, c'est les fameux IK qui ont quand même 24 points de vie. Ça fait là potentiellement 3 tranches de 8 PV plus 3 pour l'avoir buté si c'était le seul titanesque. Ça fait 6 points et on est sur quelque chose de beaucoup plus cohérent par rapport à l'exemple que tu viens de citer. Exactement. Encore une fois, je trouve que c'est assez intéressant puisque tu sors l'exemple des figurines qu'on va abîmer. Déjà parce qu'on ne va pas forcément avoir une chance de le tuer sur un des 6 points de vie. Ou du restant. Et là, justement, on est sur une vraie méritocratie proportionnelle, on va dire, à la tranche qu'on a attaquée. Et ça, c'est un vrai plus. En fait, on cherche à récompenser les efforts faits pendant une partie que simplement le résultat à la fin du T5. Complètement. Ensuite, on va avoir broyeur de ligne, avoir au moins une unité dans la zone de déploiement adverse au début de votre tour de joueur pour 1 point. Et en succès, avoir au moins 3 unités, au moins partiellement dans la zone de déploiement adverse. Alors là, c'est au début de son propre tour de joueur, c'est-à-dire il faut placer l'unité et que l'adversaire ne la déloge pas. Donc ça crée tout un système de tactique assez intéressant où en effet on va mettre soit des tanks, des unités capables de résister, de mettre la pression, soit des petites unités annexes où l'adversaire n'aura pas envie par défaut d'aller les tuer. On pense encore une fois à l'exemple des Digretchin, qui est excessif mais qui est un exemple. Est-ce que l'adversaire veut donner des ressources pour tuer Digretchin ou il préfère les mettre sur une escouade qui fait un peu plus le boulot, sachant qu'il y a potentiellement 1 point pour le broyeur de ligne? À voir, et encore une fois, on impose de faire des choix. Ensuite, on va avoir casseur de gang. Chaque unité détruite composée uniquement de figurines a plusieurs points de vie, sauf si elles ont le mot-clé personnage, montre et ou véhicule pour 1 point. Et en succès, avoir au moins tué 3 unités composées uniquement de figurines avec plusieurs points de vie, même restriction. On a beaucoup d'armées qui sont basées actuellement sur des figurines à plusieurs points de vie. On pense aux armées d'élite de tir ou certaines de corps à corps comme les Custodes, les armées primaris. Voilà, il faut être récompensé. Encore une fois, c'est des unités qui sont plus fortes que la moyenne parce qu'on a un potentiel de points de vie bien plus nuisible. On récompense l'adversaire s'il affronte ce genre de liste et s'il arrive à les tuer. C'est aussi pour compenser une domination, puisque comme il va avoir moins de pauses, donc moins d'unités, ça va être parfois difficile, on va dire, d'en tuer autant que lui. Ensuite, on va avoir bouché, avoir détruit au moins 3 unités ennemies pendant un round de bataille pour 1 point, et en succès, avoir détruit plus d'unités que votre adversaire. Justement, c'est aussi la contrepartie pour ceux qui vont jouer du MSU, justement, Exactement. pour que leurs adversaires aient cette carte-là. Tu veux jouer plein de petites unités de 3-4, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais on va te pénaliser là-dessus. C'est clairement l'une des compensations au système de j'ai moins de postes que toi, donc j'ai plus 1 pour jouer en premier, qui encourage les MSU avec énormément d'unités. Parce qu'au final, en termes de statistiques, on est très très proche avec la représentative derrière. Là, au moins, on récompense l'adversaire qui affronte du MSU et qui dit ok, je vais les tuer 3 par 3 tes packs et tu vas voler. Et c'est aussi pour compenser encore une fois la domination sur cette fois-ci le contrôle map. Exactement. Ensuite, on passe à un que j'affectionne tout particulièrement qui est traditionnaliste. Chaque objectif réalisé parmi premier sang, tuer le seigneur de guerre et briseur de ligne vous rapporte 1 point de partie. Et en succès, avoir accompli les 3 objectifs qu'on vient de citer.
À noter quand même, on insiste sur le fait que ces objectifs ne valent pas de points en dehors de traditionnalisme. Exactement, si vous ne les choisissez pas, vous n'avez pas de points pour le premier sang, pour le seigneur de guerre, etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur ce choix stratégique? On pourrait se dire qu'il y a un aspect très aléatoire finalement sur le premier sang, mais justement on joue là-dessus. Exactement pas tant que ça, parce qu'on a vu que la partie fait 5 tours fixes, on est souvent avantagé à jouer en dernier parce qu'on pourra aller se placer sur les derniers objectifs, etc. Et comme on l'a dit au niveau de la domination, c'est mieux de jouer en deuxième pour avoir plus de l'objectif que l'adversaire, plus de KP, etc. Et du coup, autant sur une partie standard, on peut facilement savoir si on va avoir un seigneur de guerre ou un briseur de ligne, voire même ou un briseur de ligne en fin de partie. Le premier sens, c'est souvent Gumball sur le D6. Et bien là, on peut influencer sur l'adversaire et dire ok, tu veux jouer en deuxième, ok. Mais par contre, moi, potentiellement, ça va me faire 6 points à la fin de la partie. Est-ce que tu le prends en compte ou pas? On y reviendra en conclusion, hein, mais je crois qu'il commence à percevoir justement ce qu'on a voulu mettre en place, c'est ce choix de tour 1. Est-ce qu'on a envie d'avoir cet alpha strike ou est-ce qu'on préfère au contraire justement jouer sur l'aspect stratégique de dire tu as X objectif, je vais voir ce que je peux faire pendant mon tour et t'empêcher de jouer. Utiliser ce système pour jouer avec celui-ci, mais contre son adversaire. Et c'est là où on va vraiment s'amuser et en tout cas récompenser celui qui va avoir la façon de jouer la plus intelligente par rapport à la liste adverse. Exactement, c'est même un point que vous verrez dans l'un des rapports de bataille qui arrive, où l'un des joueurs gagne le toss, et là il se dit est-ce que je veux jouer en premier ou pas? Et ça c'est quelque chose que vous verrez très rarement dans une partie classique. Complètement. Ensuite on enchaîne avec Inquisiteur, chaque unité psycheur tuée pendant un round de bataille pour 1 point, et en succès avoir tué tous les psycheurs adverses. On connaît la puissance du châtiment, on connaît la puissance des petits psycheurs placés à droite à gauche pour retirer un des 3 points de vie par un des 3 points de vie. Game Workshop est en train de faire des bêta-tests en termes de règles, pour tester un nerf du châtiment en augmentant la valeur de lancement progressivement. On est dans cette optique-là, on sait que le spam de psycheur est très fréquent, on permet aux joueurs qui affrontent ça d'avoir une solution et de marquer des points. Et on n'oublie pas aussi qu'on peut le combiner justement avec chasseur de primes et là on marquera des points en plus sur chaque petit personnage. On est vraiment là pour autoriser les gens à jouer ce qui leur fait plaisir, mais en tout cas pour donner les clés à leurs adversaires pour aussi marquer des points et les sanctionner là où ça va faire mal. On enchaîne tout de suite avec Dépeceur. Chaque tranche de 6 points de vie retirée à des figurines ayant le mot-clé véhicule monstre pour 1 point et en succès avoir tué tous les véhicules et monstres adverses. Exactement, on rentre dans le même thème que le chasseur de gros gibier. On sait que les unités à forte endurance, à beaucoup de points de vie, sont difficiles à tuer. Surtout que certaines armées vont avoir tendance à manquer un petit peu d'anti-char, souvent beaucoup de saturation, mais peu d'anti-char. Et là, on récompense les armées qui sont capables de coucher du gros. Et ça, imaginez juste une liste avec Mortarion en seigneur de guerre, et bien c'est possible, on ne va pas empêcher son adversaire de le jouer puisqu'on va jouer dans un cadre un petit peu équilibré ou en tout cas où on peut se faire plaisir quand même, mais en tout cas on va être aussi capable de le sanctionner. S'il joue un Mortarion, on va prendre tueur de roi et marquer des points par tranche de 2 points de vie, par tranche aussi de 8 points de vie, parce que c'est un titanesque, et ici là comme il a le keyword de monstre aussi par 6 points de vie. Exactement. Et donc ça veut dire que vous allez pouvoir vous faire table rasée. Mais si au deuxième tour, vous avez réussi à tuer Mortarion, l'autre va quand même devoir s'accrocher justement pour pouvoir contrebalancer ce nombre de points que vous allez mettre. Exactement, et il faut voir ça. Si on joue à 40 000, il y a aussi une grande partie par rapport à l'univers, mais c'est tout à fait cohérent qu'une armée, l'objectif, ça va être de buter un primarque. C'est énorme et c'est pas censé valoir un KP. Ou le priver de ses transports. Exactement, par exemple. Et enfin, dernier objectif d'adaptation tactique, il est un petit peu particulier celui-là, on l'a appelé éditeur de règles. Choisir une entrée adverse ne compte pas comme étant présente sur la table pour la règle mort subite du livre de règles, à l'instar d'un aérodef ou d'une fortification. Petite particularité celui-là, Kabak, avant que tu le commentes, il ne fait pas marquer de points. Exactement. En fait, c'est un choix. On sait que quel que soit l'environnement dans lequel on joue, on a des joueurs qui vont profiter d'une latitude d'un règlement ou même d'une absence de limitation pour démultiplier la même unité. Et pour donner à son adversaire une chance de faire quelque chose quand même, on dit ok, cette unité-là, ok, elle va faire du point parce qu'elle tire bien. On prend l'exemple des faucheurs noirs, 50 faucheurs noirs, c'est très fun à affronter. On va permettre au mec en face de dire ok, t'as 50 faucheurs noirs, c'est bien. Du coup, moi je vais essayer de tuer tes 3 figues qu'il y a derrière. Parce que si je bute ces 3 figues-là, les faucheurs noirs, ils ne comptent pas comme étant sur la table. Ils vont prendre les objets, certes, mais ils ne compteront pas sur la table. Il y aura mort subite, la partie s'arrêtera là. On va y venir tout à l'heure, hein, mais il faut aussi noter que la table rase n'est pas récompensée comme une victoire totale sur ces scénarios-là. Ça vaut comme 6 points. Donc finalement, comme un succès, plus 3 tours où on aurait pu justement marquer son objectif. Exactement, ou simplement comme 2 succès. Exactement. Ensuite, on a un petit rappel de la cinématique de déploiement qu'on connaît au sein de la chaîne et surtout du Chapter Approve. On ne va pas la rappeler ici. À noter quand même que la partie
ne durera que 5 tours. Exactement. Et c'est quelque chose que tu as déjà souligné. Mais justement, encore une fois, on est là pour qu'il y ait un système de méritocratie au niveau de la partie. Vous commencez à percevoir aussi qu'avec la domination, on est là pour récompenser que ce soit le contrôle map et l'attrition sur 5 tours. Le lycée, quel que soit le nombre de morts qu'on a fait par tour, il faut juste en avoir fait plus que son adversaire, aussi bien au contrôle map qu'au niveau des KP. Exactement. Et on va complètement supprimer l'aspect aléatoire d'une partie aléatoire où il va y avoir un tour 6, où trop souvent on voit quelqu'un essayer un mouvement héroïque et la victoire va juste se baser sur un 3+. Exactement, et ça peut être vraiment frustrant de dire bon, j'ai dominé toute la partie. Par contre, au dernier tour, il a fait 3 mouvements avec 3 figurines qui étaient super OP, qui étaient en vie, on ne sait pas comment. Ah, il a gagné. Ok, je me sens frustré parce que c'est juste parce que j'ai lancé le dé que ça a fait un 2. Et là, il n'y a pas vraiment de plaisir à ce moment-là. On est juste dans la frustration. Et même pour l'adversaire, c'est marrant à dire pendant 5 minutes, mais on n'est pas vraiment fier de sa partie. C'est un arrière-goût de merde. Ouais, c'est ça. Et enfin, partie E, calcul des points. Une fois la partie terminée, chaque joueur cumule ses points de partie. Le joueur en ayant accumulé le plus gagne la partie. En cas de mort subite, sous-entendu de table rase, modulo l'adaptation de règles, l'un des joueurs a été rasé ou n'a plus que des aéronefs ou des fortifications sur la table par exemple. Comptez simplement les points de partie de chaque joueur une fois le round de bataille terminé. Le joueur ayant infligé une mort subite à son adversaire marque 6 points complémentaires. On en a parlé juste avant, mais on veut éviter toute frustration et en gros avoir un score le plus représentatif possible, non pas à l'image du dernier tour, mais sur l'ensemble de la partie pour récompenser justement un joueur qui va se battre jusqu'au dernier moment. Exactement, en fait on décourage un petit peu les victoires à la Pyrrhus, où on s'est fait dominer toute la partie, on s'est fait dominer au Maelstrom, on s'est fait dominer sur les objectifs. Et par contre, à la fin, il y a eu une série de jet dés, ce qui fait que l'adversaire a perdu toutes ses unités sur un tour. Et là, on gagne avec un main qui agite un drapeau. Non, c'était clairement pas ce qu'on voulait mettre en avant. On veut récompenser le joueur qui va être présent tout au long de la partie, qui va faire les bons choix, et pas simplement qui va disparaître sur un jet de dés. Surtout que ça fonctionne que dans le Patriot avec Mel Gibson. Exactement. À bon mire, bon tir. On parle ici de scénario, on ne parle pas de restriction. Encore une fois, on veut amener les gens à jouer comme ils ont envie de jouer, que ce soit fluff, narratif, compétitif. Maintenant, il y a quand même une partie, on va dire, du jeu qui est utilisable, à notre avis, pas comme les concepteurs l'avaient pensé. On pense au spam de quelques unités qui malheureusement cassent un petit peu l'équilibre. On a cité tout à l'heure les Dark Reapers, mais je ne pense pas que les concepteurs s'étaient dit 50 Dark Reapers, ça fait que la partie va durer un tour. Le fait est qu'on vous quand même suggère quelques petites restrictions. Encore une fois, vous pouvez jouer comme vous voulez, mais on vous invite à essayer, on va dire, le système avec celle-ci. Paragraphe C, restriction. Le but de cette compilation de scénarios n'est pas de définir un format de restriction ou encore moins de changer les règles du jeu. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, on n'a pas fait de change rules. À part un scénario d'adaptation tactique qui vous permet de faire comme si une unité n'était pas sur la table, mais encore une fois, ça a plus vocation à annuler le spam de 90 boys ou de 90 black bearers. Contre une liste qu'on va jouer où on n'aura pas suffisamment de saturation, même pour la péter sur 5 tours si le mec se barre pisser. Le fait est que chaque organisateur, chaque club de jeu aura sa propre vision de ce qu'il faut restreindre ou non. Cependant, les rapports de bataille sur la chaîne YouTube de French Wargame Studio utiliseront les restrictions suivantes d'une manière générale afin de permettre aux armées d'être variées et agréables à voir et à s'affronter. Un détachement à 1000 points, 1 à 2 détachements de 1001 à 1500 points et de 1 à 3 détachements entre 1501 et 2000 points. Et le point important, c'est que contrairement à beaucoup de systèmes, on n'impose pas de jouer des détachements différents. Si un joueur garde impérial veut jouer 2 brigades à 1500 points, il en a l'occasion. Ensuite, pas de doublette pour les choix de QG, d'élite, attaque rapide, soutien, aéronef, fortification et seigneur de bataille. Exactement. A noter que contrairement à beaucoup de systèmes, on ne dit pas qu'une doublette c'est une question de keyword. Une doublette c'est par rapport à une entrée. Si Game Workshop a décidé que le capitaine Space Marine en armure Terminator c'était une autre entrée que le capitaine en armure Gravis, ce sont 2 entrées différentes. C'est pas à nous d'inventer une règle en jouant sur les keywords. Ensuite, on va quand même stipuler le fait que les doublettes sont autorisées pour les choix de troupes et que les codex n'ayant accès qu'à un seul choix de troupes, on pense aux custodes qui sont tout frais, on a aussi les sœurs de bataille, les arlequins ou n'importe quelle armée qui pourront sortir demain, peuvent prendre une unique triplette en troupe. Exactement. Le but, encore une fois, c'est de permettre aux joueurs de jouer des bataillons, simplement. Quand on n'a que 2 choix de troupes ou 3 choix de troupes, on peut en jouer une de chaque et une petite doublette derrière. C'est pas trop violent. Surtout que l'adversaire, même si on commence à multiplier avec 40 cultistes, enfin 80 cultistes, 40 pox, il va simplement dire j'ai buté tes mecs 10 par 10 et je vais marquer du point. Encore une fois, là on est sur un système de restriction qu'on recommande, on ne l'impose pas aux joueurs, on ne l'impose même pas forcément à certains joueurs qui vont venir au studio. Si ça fait plaisir à quelqu'un de jouer 2 Dreadnought d'un certain type,
pourquoi pas? Encore une fois, on propose ces restrictions qui sont un petit peu génériques pour éviter les choses débiles. On a cité les Dark Reapers. Il y a quelques mois, c'était le spam des Stormraven qui vont justement un petit peu retirer de saveur, dépendamment de ce que l'adversaire a envie de jouer. Exactement. Et encore une fois, notre vision de la double, c'est-à-dire celle de Game Workshop, celle qui, comme elle est, permet à un joueur de jouer un Dreadnought, un Dread Vénérable, un Dread Contemptor. Ce ne sont pas les mêmes entrées, ce sont des choix différents, il pourra les jouer. S'il a accès à 6 Dreadnoughts, parce que dans son codex c'est fait comme ça, je pense notamment aux Blood Angels, qui ont quelques Dreadnoughts différents, il pourra jouer ces 6 Dreads. Et moi, je jouerai dépeceur et chasseur de gros gibier. Ah, il va douiller. On vous propose, pour vous assister justement pendant votre partie, de vous proposer un système de score sous la forme d'une grille. C'est une grille qui va évoluer aussi bien au niveau de l'ergonomie et que de sa présentation globale. On va essayer de changer un petit peu les couleurs pour la rendre un petit peu plus visible. Mais comme vous pouvez le voir, on va avoir le principe de round à l'horizontale et le principe des différents objectifs à la verticale. Au niveau du bas du tableau, vous allez pouvoir voir qu'il y a un calcul de points justement pour mettre le score sur 20. Ça c'est un petit peu plus destiné aux joueurs de tournoi puisque dans un souci de multiplier les parties et d'avoir un total cohérent, on va dire sur un score de 100 par exemple sur 5 parties ou alors de 80 sur 4 parties et 20 points sur la peinture, c'est un exemple, le fait de justement avoir une petite matrice qui nous permet de mettre en place ce score. On va prendre l'exemple d'un score qui pourrait très bien arriver sur la chaîne de 36 à 35, soit dans ton cul, soit dans mon cul. Avec un point d'écart, on va diviser le score par 3. Ici, on est à 0,3. Arrondir au supérieur, le 0,3 passe donc à 1. Et ensuite, partir sur une base de 10 points, ajouter justement ce nombre de points au vainqueur et le soustraire au perdant pour avoir un score sur 20. Ici, le score de 11 à 9. Exactement. S'il y avait eu 4 points d'écart, il y aurait eu donc 12 à 8, etc. Chaque tranche en fait de 3 points de victoire entamés ramène un point supplémentaire au vainqueur et en fait perdre 1 au perdant. La suite du document est plus destinée aux organisateurs de tournois, justement pour qu'ils n'aient pas à jeter un dé à chaque fois et qu'ils soient aussi libres d'ajouter, de pimenter, on va dire, certains choix qu'on a pu faire. Je pense à la relique, je pense à d'autres scénarios qui vont être un petit peu plus exotiques. Alors l'une des propositions qu'on a, c'est sur l'un des scénarios du week-end ou de la journée de mettre une relique, c'est-à-dire qu'on joue à 7 objectifs. Donc ça va jouer pour les objectifs de Maelstrom qui demandent d'en tenir 3 par exemple. Ça va aussi jouer sur la domination, parce que le fait d'avoir un objectif qu'on peut bouger, donc ramener ou amener avec nous dans la zone de déploiement adverse, ça peut permettre en effet de gagner de plus en plus de points. A noter quand même qu'on a rajouté la petite particularité que cette relique est considérée comme un objectif et donc doit être à 12 pouces ou moins d'un autre objectif. Exactement. Encore une fois, vous l'aurez compris, et je pense que ça sera un petit peu le mot de la fin, le but de ces scénarios est vraiment d'instaurer une sorte de méritocratie et aussi de liberté aux joueurs et de récompenser quelqu'un qui va réfléchir en fonction de la liste et du joueur qu'il a en face de lui pour pouvoir justement lisser le plaisir sur 5 tours et le récompenser pour ça. Exactement. C'est-à-dire d'un côté, on a souvent les scénarios en Maelstrom de guerre où on joue au tour par tour, on ne se pose pas trop de questions à long terme. Des fois, on se fait quasiment table rasée, on essaie juste de cacher une figue en coin de table, on se dit c'est bon, j'ai scoré, j'ai eu les bonnes cartes. Et on déporte tout aussi sur l'aspect aléatoire de son deck. Exactement. Ensuite, on a des parties en Eternal War où on compte tout au final à la fin. C'est-à-dire on va se poutrer, et puis à la fin, je peux aller chercher un objet, Ouais, c'est bon, ça passe. Là, vraiment, l'objectif, c'est de récompenser les joueurs qui vont penser tout au long de la partie, qui vont scorer, qui vont se placer, qui vont analyser la liste adverse, qui vont être capables de réagir, aussi d'influencer les choix adverses. Parce que si on met tuer le seigneur de guerre, est-ce que j'ai envie d'envoyer mon seigneur de guerre au charbon comme je l'aurais fait d'habitude? Est-ce qu'un prince démon qui est fait pour aller défoncer, pour aller mettre des culs, est-ce qu'on va l'envoyer en mode bélier suicidaire en ligne droite ou est-ce qu'on va plus essayer de se désengager, d'éviter les corps à corps un peu tardeux pour empêcher l'adversaire de marquer ses points? Encore une fois, c'est vraiment jouer avec le système contre votre adversaire sur 5 tours de jeu qu'on va lisser où justement on va aussi donner de la visibilité avec son adversaire, on va jouer avec lui. Ne serait-ce que le simple fait qu'à la fin d'un round, on fait le point ensemble. On fait le point ensemble. Où est-ce que tu en es? Où est-ce que j'en suis? Et c'est vraiment ça qu'on cherche à retrouver un petit peu, c'est justement le plaisir de jouer avec l'autre. On en a donc terminé avec la présentation des French Wargame Scénarii. On espère clairement que ces scénarios vont vous plaire. Si jamais vous voulez les tester, n'hésitez pas. Encore une fois, le document sera dans la description. N'hésitez pas aussi à nous faire vos retours suite à vos playtests, aussi bien en description que sur corbac@frenchwargamestudio.com. Le format va être adopté aussi bien sur la chaîne et des prochains rapports de bataille que dans certains tournois. Le premier sera le trône de Terra le 15 avril à
l'os. Le lien du T3 pardon, sera présent en description. On y sera aussi tous les deux présents justement pour pouvoir conseiller les joueurs, un petit peu prendre la température, on va dire, dans un milieu un petit peu compétitif. N'hésitez pas à venir nous y rencontrer. On espère en tout cas clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à la partager et on vous dit à plus les Wargamers.